Bien, merci, merci de prendre place pour les personnes qui souhaitent assister à cet échange qui, je crois, sera passionnant parce que on va porter un regard sur ce qui est le plus intime chez nous, sur le cerveau. Et vous allez penser que évoquer le cerveau dans un salon où il est question d'informatique, de système de traitement automatisé de données, c'est quelque chose d'assez incongru. Or, il faut savoir qu'aujourd'hui, le cerveau, c'est un peu le modèle que prennent les connexionnistes avec l'intelligence artificielle, neuronale. Et donc, ce n'est pas totalement absurde d'évoquer le cerveau. Alors, pourquoi ce sujet? Ben, on va reprendre un petit peu l'histoire. L'histoire, c'est l'histoire du numérique. Au commencement, on branche 4 ordinateurs dans la Silicon Valley. Et puis, on va faire des échanges de documents. On va faire des échanges de données, on va faire des fichiers de données. Et donc, on va porter son regard sur la sécurité des données au travers du traitement dans les fichiers. Et puis, au fur et à mesure que le système va se développer, va s'interconnecter, on va se poser la question de savoir est-ce que nos systèmes de traitement automatisé de données sont bien protégés. Et c'est là où on a toutes les lois qui ont été voté dans tous les différents pays pour protéger les systèmes contre les hackers indélicats. Et donc, on est dans une autre phase. Et puis arrive le Web 1, le Web 2, et là, on va voir apparaître la création des contenus. C'est-à-dire qu'en fait, on a non plus des données stockées, traitées dans des fichiers, mais des contenus qui sont porteurs de sens, qui sont porteurs de sens, qui sont porteurs de non-sens, qui sont porteurs de contresens, qui sont porteurs de faux sens. Et là, on commence à se poser la question de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire confiance dans ces contenus qui sont véhiculés et qui sont évidemment reçus par notre cerveau. Alors, on a beaucoup travaillé, on travaille beaucoup, vous le voyez sur ce salon, sur la protection des systèmes, la protection des logiciels, la protection avec de l'intelligence artificielle, des EDR et toute autre technique. Mais est-ce qu'on s'est posé la question de savoir si on avait bien protégé le système le plus extraordinaire, le nôtre, nos cerveaux, par rapport à cette déferlante de contenus qui, aujourd'hui, peuvent être véritablement attentatoires à notre liberté de penser, à notre liberté de choix dans des démocraties qui, comme vous le savez, sont profondément menacées. Et c'est pour évoquer justement ce côté un peu nouveau. Les questions cognitives seront sans doute les questions fondamentales du XXIe siècle, bien plus que le traitement des systèmes et la protection des systèmes. On y arrivera, on trouvera des solutions. Mais est-ce qu'on va trouver des solutions pour les humains? Est-ce que nous avons les firewalls? Est-ce que nous avons les antivirus dans notre esprit qui va nous permettre de protéger nos systèmes face à des agressions, voire à des guerres cognitives? On en reparlera tout à l'heure. Et donc, pour évoquer ce sujet, 4 personnes avec moi. Eric Salobir, chacun se présentera quand il prendra la parole. Puis Guy-Philippe Goldstein, Tariq Krim et évidemment Vanessa, qui est notre Canadienne et qui nous apportera son regard de Canadienne, Vanessa Henry, qui terminera. Alors, je vais donner la parole à Eric Salobir avec la question, effectivement, pour Eric Salobir, quels sont les problèmes liés à la captologie? Il va nous expliquer ce que c'est que la captologie. Pardon? Oui. Et après, effectivement, on abordera la problématique de la guerre cognitive, c'est-à-dire en fait l'utilisation de l'espace numérique pour mener des conflits, pas forcément des conflits au sens large du terme tel qu'on les conçoit aujourd'hui, mais des conflits beaucoup plus sournois dans la vie quotidienne. Merci beaucoup, mon général. On m'entend là? Bonjour à tous. Alors, ça marche pas. Quand c'est moi qui parle, ça marche pas. Ah ben si, ça marche. Non, il paraît que ça marche. Il marche là, celui-là. Fort. D'accord. Il faut vraiment parler fort. D'accord. Bon, ben je vais parler fort. En quelques mots, donc oui, la captologie, probablement beaucoup d'entre vous savent ce que c'est. C'est cette
discipline qui s'est développée notamment à Stanford avec des laboratoires qui sont maintenant assez performants et qui consiste à apprendre à distinguer les dark patterns et à manipuler le cerveau au niveau infraconscient. C'est un peu l'équivalent de la publicité subliminale en télévisuel ou au cinéma. Et ça permet effectivement de faire passer des messages, de susciter des émotions, de créer des impulsions, voire de pousser à la décision. Moi, ce que je voudrais faire, c'est prendre un petit peu de recul par rapport à ça, parce que je trouve l'initiative de cette rencontre extrêmement intéressante, parce que je pense que le sujet est prospectif et va prendre beaucoup d'importance dans les années à venir. En même temps, je trouvais la formulation du titre assez symptomatique. Notre cerveau, système de traitement automatisé des données et de données le plus menacé. Système de traitement automatisé. Il ne faut pas oublier que dans les années 50, quand Alan Turing écrit son article sur est-ce qu'une machine pourrait penser, il imagine la machine sur le modèle du cerveau humain. Et finalement, le machine learning, c'est ça. On crée des réseaux de neurones, etc. Et puis petit à petit, au fil du temps, on arrive à inverser les choses et maintenant, on en arrive à penser le cerveau humain sur le modèle de la machine. Mais c'est quand même un sacré changement de paradigme. Ce n'est pas du tout ça qui était prévu au début. Et c'est vrai que c'est pertinent parce que d'un côté, notre cerveau, vous avez tous probablement vu la mode des second brain. Tout le monde a envie d'avoir un second cerveau en ligne. Toutes ces méthodes qui permettent de capter, d'amasser plein d'informations avec un niveau de curation très élevé. En même temps, c'est vrai que notre cerveau, c'est peut-être le premier et le seul système qui vient sans password et sans aucun firewall, sans aucune protection. Et c'est vrai que quand on parle de hacking du cerveau, il y a tout ce qu'on sait déjà faire avec les réseaux sociaux. Et ça, je trouve qu'on en parlera beaucoup, y compris au niveau juridique. Donc, je ne vais pas m'avancer trop sur cette partie du sujet qui sera déjà évoquée. Mais il y a aussi tout ce qu'on est déjà en train d'inventer dans les laboratoires, et c'est vraiment en train d'arriver, autour des interfaces cerveau-machine. Vous avez probablement vu passer que Neuralink, la société d'Elon Musk, vient d'obtenir un accord de la FDA pour faire des expérimentations sur le cerveau humain, sur des bénévoles. Donc ça y est, connecter un cerveau humain à une machine, c'est plus de la science-fiction, c'est plus un truc qu'on fait sur des souris, c'est un truc que d'ici quelques semaines, quelques mois, on va faire sur des humains. Les équipes de Meta, par exemple, sont capables, en vous mettant un casque sur la tête, de repérer des éléments de langage que vous êtes en train d'entendre, des mots, de la musique, voire de recréer l'image que vous êtes en train de voir uniquement en captant vos ondes cérébrales. Donc ça va quand même déjà très très loin. Et c'est vrai que les attentes, elles sont extrêmement fortes. La première attente, on va dire, c'est toujours pour la médecine. C'est vrai que si, en interfaçant le cerveau avec des machines, on peut faire remarcher un paralytique, on peut aider quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer ou qui est parkinsonien, ou même soigner la dépression nerveuse, par exemple, qui est contre, tout le monde a envie de ça. Mais il faut savoir, on se souvient tous de la courbe d'évolution d'un produit. C'est-à-dire, généralement, ça commence toujours par le médical, parce que le médical, personne ne peut être contre, et ça attire un maximum de crédit. Et puis, une fois que la technologie est mature, qui s'en occupe? Nos amis militaires. Oui, parce que forcément, la défense, c'est quand même la top priorité pour un pays. Et donc, à un moment, dès qu'une technologie commence à devenir efficace, hop, l'armée s'en empare. Et puis, une fois que la défense l'a beaucoup utilisée, là, ça va dans des systèmes qui sont un peu, ou des secteurs d'activité qui sont un peu plus larges, comme le spatial, l'aéronautique, etc. Et quelques années plus tard, ça arrive dans le grand public. Mais c'est vrai qu'on voit bien quand même des types d'usages qui vont être extrêmement différents. Et en fait, ces technologies-là qui sont en train de sortir des laboratoires, on n'a pour le moment quasiment aucune grille d'analyse pour essayer de voir quel serait leur impact éthique. On n'a aucune idée précise. Alors bien entendu, on a encore moins de framework juridique sur ces questions-là, on est très très en amont. Mais je pense que c'est important de se placer dans un contexte où on prend bien conscience de se dire que tout ça, ce n'est pas le futur, ou alors c'est un futur extrêmement proche, où c'est déjà le présent. Et il faut se dire que les risques, parce que donc moi, c'est vrai que je ne me suis pas présenté comme vous l'aviez demandé, donc je m'appelle Eric Salobir et donc je dirige une fondation qui s'appelle Human Technology Foundation, qui est basée en Europe, mais qui a ici un chapitre montréalais qui s'appelle l'Institut de la technologie pour l'humain, et on travaille notamment sur toutes ces questions-là, et on a commencé effectivement à identifier un certain nombre de risques. Des risques au niveau de la personne, ne serait-ce que pour le design, le contour de la personnalité.
un philosophe européen disait « ma peau, c'est la peau du monde ». C'est-à-dire que finalement, la limite entre moi et pas moi au niveau physique, c'est la peau. Mais au niveau du cerveau, quelle est la limite entre moi et pas moi? Déjà, quand on commence à instiller des idées politiques ou des idées religieuses ou que sais-je, ou qu'on fait une espèce de brainwash, bah déjà, c'est plus complètement moi. Le terroriste qui va se faire exploser après avoir été brainwashé pendant 2 ans, bah, c'est lui qui le fait et il peut être condamné. Mais en même temps, il n'est plus complètement lui-même. Et alors, qu'est-ce qui se passe si mon cerveau est connecté et si, par exemple, j'ai une copie en ligne de mon cerveau ou une extension de mon cerveau, ou si je récupère des informations directement en ligne? Est-ce que ce sont mes idées? Est-ce que ce sont les idées des autres? Ben là, les choses sont déjà beaucoup plus floues. Donc, ça touche la structuration de la personnalité. Ça touche aussi la question de la mémoire. En fait, je pense que si on peut interagir sur le cerveau, l'une des premières choses que les gens vont demander, c'est d'effacer certains souvenirs douloureux, voire traumatiques. Qui n'aurait pas envie, par exemple, de faire effacer la journée où il a subi une agression ou un accident ou que sais-je? Et là, effectivement, bah, on se dit que les gens seront probablement très consentants pour ces choses-là. Mais comment est-ce qu'on cadre un peu ces questions-là? Pour le moment, on en est encore assez loin. Donc, ça, c'est des questions qui sont des questions au niveau de la personnalité. Et même si on en vient à des choses qui, elles, sont déjà très expérimentés et qui seront probablement dans les hôpitaux assez prochainement, comme utiliser de la stimulation électrique ou magnétique sans aucune chirurgie, par exemple pour soigner la dépression. Bah, soigner la dépression, c'est super, mais en même temps, ça modifie votre état de conscience, ça vous transforme, ça change votre personnalité. Est-ce que ça, c'est pas un problème? À un moment, toutes ces questions-là sont des questions qui, pour le moment, ne sont pas du tout cartographiées. Et quand nous, on a organisé, la dernière fois qu'on a fait ça, c'était à Genève, sur le campus biotech de l'EPFL, on avait organisé un colloque avec plein de spécialistes des interfaces cerveau-machine, de l'évolution du cerveau, etc. Et en fait, tout ce qu'on nous disait, c'était que les questions éthiques dans l'utilisation, ils ne voulaient surtout pas en entendre parler. C'était trop loin d'eux, c'était trop compliqué, ils n'arrivaient pas à le modéliser. Pour eux, l'éthique, ça se limitait à quel est le consentement du patient? Est-ce que j'ai bien récupéré le consentement du patient? Est-ce que la famille est d'accord? Est-ce que la chirurgie n'est pas trop invasive? Donc c'était vraiment une éthique du comment, mais pas une éthique du produit fini. Et là, effectivement, l'éthique du produit fini, pour le moment, elle est complètement, inexistante. Et donc, je terminerai juste, ça j'évoquais, sans vouloir faire peur, mais quelques risques qui sont des risques au niveau de la personne. Je pense qu'on a aussi des risques sociétaux. C'est-à-dire que probablement, vous avez entendu parler de ce courant qui s'appelle le long-termism, qui est en gros qui consiste à voir l'humanité un peu comme un organisme. C'est un peu quand Elon Musk dit on va sauver l'humanité en l'envoyant sur Mars. On ne va pas sauver 7 milliards d'individus. Hein. On va en prendre 200 000 bien sélectionnés. On va faire une bouture, comme une bouture d'une plante. On va l'envoyer sur Mars. On dira on a sauvé l'humanité. Les 7 milliards restants, ils mourront, mais ce n'est pas grave, l'humanité sera sauvée. C'est ça le long-termism, c'est penser l'humanité comme un organisme. Et le danger, c'est qu'effectivement, connecter les cerveaux comme ça peut effectivement permettre d'avoir une forme de pensée collaborative, donc ça c'est très positif, mais ça peut aussi à un moment nous considérer chacun comme juste un neurone de ce qui serait un grand cerveau mondial, mais des neurones, on en gagne, on en perd tous les jours. Donc finalement, quelle place pour la dignité de chaque être humain? Ça, je pense que ce sera l'élément clé. Et je terminerai juste par le fait que, pour revenir un petit peu sur ce que vous disiez, en général sur la captologie, quand on pense à la façon, par exemple, dont sont utilisées toutes ces technologies dans le cadre de ce qu'on appelle l'économie de l'attention, on pourrait dire mais ces gens-là sont affreux chez Meta, chez Google, etc. Mais en fait, il faut se replacer à ce qui s'est passé dans les années 2000. Dans les années 2000, on voulait tous utiliser des contenus et des services sur Internet, mais personne n'était prêt à payer. Puis un petit malin qui a dit si vous n'êtes pas prêt à être le client, peut-être vous pourriez être le produit, vous allez recevoir de la pub. On avait déjà de la pub dans les journaux, à la télé, à la radio, on s'est dit allez banco, va pour la pub. On n'avait aucune idée de ce que ça donnerait. Donc la difficulté pour moi, et je terminerai là-dessus, elle n'est pas tant dans la technologie que dans le business model. La question c'est quel business model pour ces technologies? Dites-moi quel business model nous allons avoir et je vous dirai quelles emmerdes on va avoir. Merci beaucoup. Guy Philippe, alors. Oui, Marc. Alors, Des émotions. bien sûr, alors, très rapidement, qui je suis, donc je suis enseignant à l'école de guerre économique et
pour des choses qui sont plus liées à notre sujet. J'ai également mené quelques serious games pour l'Agence d'innovation de défense où on a pu parler de guerre cognitive. Et donc, on a écouté avec Eric une description passionnante de systèmes actuels et futurs autour d'interfaces neuronales, interfaces homme-machine, etc. Je vais avoir une approche beaucoup plus terre-à-terre sur la manipulation des esprits qui existent déjà, sur la base d'un shortcut que nous avons tous qui s'appelle l'émotion, qui se fait ou en individuel ou qui se fait en collectif avec plusieurs de nos amis qui vont nous influencer à. Et c'est ce qu'on voit évidemment dans les réseaux sociaux qui, non pas d'ailleurs nous fixent sur certaines réflexions qu'on aurait déjà, auxquelles on a déjà réfléchi, toute la fameuse question des filtres en bulle, mais au contraire, nous poussent très souvent vers plus d'instabilité émotionnelle. L'instabilité émotionnelle, pour repartir sur la question du business model, étant cette espèce de sel dans une mauvaise cuisine qui font que l'information va se diffuser plus vite autour du réseau et donc on va connecter avec plus de personnes. Et ça a été démontré, des gens du MIT qui ont montré qu'une information négative et surprenante se diffuse 5 à 10 fois plus qu'une émotion positive et pas surprenante. Et évidemment, les réseaux qui, eux, veulent activer les gens, eh bien, ils diffusent ça. Le problème de fond, c'est que quand on augmente l'instabilité émotionnelle, eh bien, on va augmenter le caractère extrémiste des positions que l'on va prendre. Et d'ailleurs, on le voit, c'est corrélé. Si je regarde les personnes qui vont plus voter pour les partis extrémistes, que ce soit extrême droite ou extrême gauche, sur les traits de personnalité, sont des personnes qui vont avoir une instabilité émotionnelle plus forte. Donc, si vous instillez plus d'instabilité émotionnelle dans les populations, vous allez avoir plus d'extrémisme. Ça, c'est les mécanismes. Et pourquoi on le fait? On a malheureusement une démonstration en ce moment. On pousse du contenu de haine de façon à transformer la haine en ligne en effet violent dans le monde réel, de manière, il faut le dire, à tester la détermination des pays occidentaux par rapport à tel ou tel sujet géopolitique où on les attend pour soutenir d'autres pays. Bon, je ne vais pas aller plus dans le détail. On le voit aujourd'hui, et je le dis parce qu'il y a une crise générale, et en particulier, je dois le dire, et c'est beaucoup de choses que je reçois, des messages de haine qui se communiquent en montée de l'antisémitisme sur les réseaux sociaux qui existaient déjà avant la crise que l'on connaît depuis 20 jours, mais qui ont explosé depuis cette crise-là, et qui montrent à nouveau la fragilité terrible de ces réseaux sociaux qui communiquent ce shortcut qui existe dans notre espèce, qui est celui de l'émotion et de l'émotion de haine. Bon, ça c'est le constat, et comment ça marche, et pourquoi c'est fait, pour quelles raisons politiques ou géopolitiques c'est fait. Après, comment on peut s'en prévaloir si on ouvre très rapidement? On parle toujours beaucoup d'attaque cognitive, on ne parle pas assez de défense cognitive. Et je pense qu'il faut une réflexion sur comment j'aide l'utilisateur à mieux comprendre l'information. Il y a par exemple à Cambridge University, il y a des recherches sur comment on aide au pré-bunking et on inocule les personnes à ne pas tomber trop vite en les aidant à pré-bunker les informations. Recherche autour de ce que fait le professeur van der Linden à Cambridge. Et à côté de ça, un point très important, parce que je parlais d'instabilité émotionnelle, qui est beaucoup lié à des éléments d'anxiété sociale, la capacité, mais qui n'est pas exploitée avec les réseaux sociaux d'aujourd'hui, à créer plus de liens sociaux, plus de capital social, qui est un point clé. Bon. Et ça, mais ça, ce sont des pistes, et malheureusement, ce sont des pistes sur lesquelles il n'y a pas encore beaucoup d'investissement. Hein. Même des grands de l'armement qui réfléchissent beaucoup à la guerre cognitive le voient uniquement sous l'aspect offensif, pas assez sous l'aspect défensif. Et tout dernier point, ces opérations fonctionnent parce que le terreau cognitif de nos sociétés est déjà très profondément abîmé. Il y a un manque de résilience sociale. Il n'y a pas que les réseaux sociaux qui sont à l'explication de ça. Et d'ailleurs, quand on regarde les mouvements de polarisation politique, de ces failles qui font qu'on ait des sociétés qui sont capables de s'effondrer, ça remonte au moins à une vingtaine d'années. C'est très clair quand on fait l'analyse, par exemple, de l'augmentation de la polarisation politique aux États-Unis. Et là-dessus, il y a des questions plus profondes qui vont être posées sur, par exemple, les questions d'inégalité sociale, qui n'ont plus rien à voir avec les questions technologiques, mais qui créent ce terreau cognitif. Sauf que, et je finirai là-dessus, puisqu'on parle quand même de technologie, puisqu'on est au FIC, il y a aujourd'hui, quand on parle d'inégalité sociale, de nouvelles technologies qui arrivent, dont par exemple Generative AI, qui pourraient, c'est des choses qui commencent à émerger, arriver à égaliser par le haut le travail,
l'éducation, et donc peut-être qu'il pourrait aider. Voilà. Mais on est face très clairement dès aujourd'hui à un combat cognitif sur lequel il faudra se mobiliser à tous les niveaux, sociétaux, mais aussi technologiques. Merci Guy-Philippe, c'est un bon complément par rapport à ce qu'a dit Eric Salovire tout à l'heure. Moi, je pensais à un petit peu le parallèle avec la télévision quand elle est arrivée. Je me souviens quand j'étais jeune comment dirais-je, dans les publicités des journaux, enfin, des programmes télévisés, on mettait vu à la télé. Vu à la télé, donc ça voulait dire, si c'est passé à la télévision, c'est formidable, c'est merveilleux, vous pouvez acheter, faites confiance. Et finalement, on a un petit peu le même problème aujourd'hui, entendu à la radio, vu sur les réseaux sociaux, vu sur le web. Donc c'est vrai. Donc on a un vrai problème de discernement et qui, je pense, et tu l'as dit toi-même, par une meilleure acculturation de la société aux aspects de ces réseaux sociaux qui sont aujourd'hui porteurs du meilleur et du pire. Oui, parce que c'est social. Et ça, c'est très important. Ce sont des groupes d'amis. Et tout d'un coup, il suffit qu'il y en ait un qui bascule et qui peut faire basculer le reste. Voilà. Et puis alors, je vais me tourner vers Tariq. Merci Tariq d'apporter ton regard sur le sujet, parce que je sais qu'il est toujours très original et disruptif. Donc merci de nous dire, rappelle-nous qui tu es, comme ça les meilleures présentations sont celles que l'on fait soi-même. Paraît-il. Écoutez, je suis entrepreneur, j'ai été entrepreneur dans le web pendant des années en essayant de résoudre cette question. Comment construire des applications qui nous rendent plus apaisés au lieu d'avoir finalement ces applications qui nous aliènent à travers plusieurs sociétés. Et suite à des événements un peu tragiques, les attentats que certains d'entre nous ont connus à Paris, j'ai dû réfléchir différemment et me poser la question effectivement de comment les réseaux sociaux, qui au départ étaient quelque chose que je trouvais fantastique, étaient devenus l'outil de radicalisation des gens qui avaient en fait tué mes amis, en fait, pour être assez simple. Et donc, ce sont des questions évidemment que je me pose, et depuis quelque temps, je réfléchis essentiellement à la question entre la technologie et la géopolitique, qui était pour moi pendant longtemps un point mort, mais qui aujourd'hui est essentiel pour comprendre là où on va. D'ailleurs, petite pub, j'ai une présentation à 16h45 dans la grande... voilà, c'est dit. Alors, moi, ce qui m'intéresse quand vous avez parlé, déjà, c'était super intéressant ce que vous avez dit. De toute façon, ça l'est par essence, mais ça va me permettre d'aborder d'autres sujets parce que j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit justement sur la question de la connexion avec le cerveau et la partie émotionnelle. Je voulais en parler, mais Guy Philippe en a très bien parlé. Moi, je me rappelle, quand j'étais tout jeune, il y avait un film que j'avais vu avec Clint Eastwood, qui était un film d'espionnage extraordinaire, qui s'appelait Firefox. On devait voler un avion russe ultra sophistiqué, dont les armes se commandaient par la pensée. Et c'est la première fois, en fait, que je me suis dit, waouh, en fait, c'est une idée assez dingue. Est-ce que c'est possible? J'ai eu la chance de lire un livre de Michael Crichton qui s'appelait L'homme terminal. C'est l'idée d'un homme à qui on implante en fait une puce et qui perd son humanité. Et des années après, j'ai lu un autre livre de Marvin Minsky qui s'appelait Le problème de Turing, un bouquin extraordinaire où c'était l'inverse. C'était la puce du cerveau qui voulait devenir plus humain et qui poussait la personne qui a la puce à boire, à se saouler. C'était assez fascinant, cette idée d'avoir cette dualité. Alors, juste en préalable, il y a 3 points importants. Pourquoi on est dans cette situation? Quand on a eu les réseaux sociaux, quand on a eu tous ces outils, au départ, ces outils, on les utilisait sur un ordinateur. Et ce qui est intéressant avec un ordinateur, c'est qu'on est sur son écran, son ordinateur de bureau, et puis si on va dîner, on laisse son ordinateur et on va dîner avec ses parents et on a des interactions normales, on se parle, on ne regarde pas son écran toutes les 3 secondes, on a des vraies conversations. Et pour moi, ce qui a changé, et c'est documenté, c'est l'arrivée du mobile. Parce qu'à partir de là, on a la combinaison d'un outil qui est tout le temps avec nous. Et donc cette question de perturber l'attention, de transformer les réseaux sociaux, en gros, quand on avait le web et Facebook, on a eu les révolutions arabes, et quand on a eu le mobile et Facebook, on a eu tout ce qu'on a connu après, le Brexit, les élections américaines, etc. Donc on est rentré dans une nouvelle dynamique.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on oublie que cette combinaison entre à la fois l'intelligence artificielle qui permet d'analyser d'énormes données, par exemple, où êtes-vous, avec qui vous êtes, nos téléphones sont à moins de 50 cm, donc on sait que nous sommes dans la même pièce, donc on va nous présenter, on va nous donner des informations communes. Enfin, il y a énormément d'informations qui sont possibles grâce au mobile. La deuxième chose, moi, qui me fascine, c'est de se poser tous les jours la question entre le ratio entre les informations que vous avez vues ou lues par l'écran et celles que vous avez vues dans le monde réel. Si on part du principe, je simplifie évidemment, que votre subconscient, notre subconscient, nos rêves, n'est finalement que la réingurgitation de ce qu'on a vu pendant la journée, combien de pourcentage de ce que l'on a vu a été poussé par les algorithmes? Et donc, d'une certaine manière, les algorithmes sont déjà entrés dans notre subconscient et dans nos rêves. Toutes ces images qu'on a vues, qu'on a revues, qui font que soudain, on a envie de telle ou telle chose parce que quelqu'un l'a mis sur Instagram et ensuite quelqu'un d'autre et ensuite quelqu'un d'autre. Et on se dit, ah, c'est peut-être qu'il y a un truc chouette. Alors qu'en fait, l'algorithme, qui est un peu une sorte de monstre cybernétique, a été capable d'envoyer des informations à plusieurs personnes parce qu'elles se connaissent. Et donc, face à cette absorption de contenu permanente, cette forme de submersion, moi, je pense toujours, alors là, je suis face à un spécialiste, donc je vais faire attention, mais je pense à la question de l'abondance. Les religions monothéistes ont toujours ont trouvé une façon d'aborder cette question, notamment par la question du jeûne. Toutes les religions monothéistes ont cette idée qu'à un moment donné, il faut aussi faire attention, consommer moins. Or, dans le monde numérique dans lequel on est, nous sommes non seulement exposés à une abondance algorithmique, mais les outils sont faits sans aucun garde-fou. Je donnerai un exemple tout simple. Vous êtes sur Instagram à 11 h du matin ou à 23 h, c'est le même produit. Vous êtes sur Netflix à 2 h du matin, vous avez un travail important à faire, vous allez vous lever à 7 h. Est-ce que l'application va vous dire, bon, là, il est peut-être allé temps d'aller se coucher, ou pas? Et pendant longtemps, ça n'a pas été le cas. Donc, en fait, on se retrouve face à des problématiques qui sont qu'en tant qu'être humain, nous sommes submergés d'informations et les applications n'ont jamais été capables de dire stop. Alors, face à ça, j'avais défini une thèse qui était plutôt une façon de développer des applications que j'appelais le slow web, un peu comme le slow food. C'est un mouvement en Italie qui n'est pas seulement basé sur la qualité des produits, mais qui est aussi basé sur le fait que quand on mange de manière conviviale, on est ensemble, on prend le temps de parler, d'apprécier les moments. Est-ce que finalement la technologie, c'est comme la nourriture, on l'absorbe tous les jours. Et quand on absorbe quelque chose qui est toxique, évidemment, ça a un impact sur notre cerveau. Et donc cette question va être aussi, que je me suis posée, et pour l'instant, je n'ai pas vraiment l'impression qu'on va dans le bon sens, c'est comment construire des applications qui nous apportent plus d'apaisement, qui aussi comprennent nos fragilités, qui comprennent qu'à un moment donné, on ne peut pas juste jouer avec la vie des gens en leur envoyant des informations très tôt le matin, qui vont avoir des impacts sur leur psychologie, qui vont avoir des impacts sur les élections. Moi, ce qui m'a fasciné avec les élections de Trump par rapport aux élections d'Obama, qui étaient des élections sur le web, c'est qu'à partir d'un moment, on pouvait toucher les gens au moment où ils sont le plus fragiles. Vous allez voter, on vous envoie une fake news et au dernier moment, vous décidez de changer votre vote. C'est hallucinant ce pouvoir qui existe. Alors, très brièvement, les 4 règles auxquelles j'avais réfléchi, c'était la transparence, que ce que l'on voit sur l'écran corresponde à ce qui existe en réalité. Quand je like une photo de Guy Philippe sur Facebook, j'ai l'impression d'avoir liké la photo et lui a reçu une notification, mais en fait, une IA a analysé la photo, elle s'est dit, ah tiens, il aime bien telle chose, telle chose. Il y a des centaines d'actions qui vont se passer, qui vont réorganiser notre flux, qui vont faire que la manière dont on est traité, vous savez qu'on a tous, je l'ai découvert récemment en écoutant un podcast du Berkman Center, un numéro entre 0 et 1 sur Facebook qui définit ce que tu disais tout à l'heure, entre les extrêmes et les gens plus raisonnables. Et en fait, ce numéro aussi, on ne le connaît pas, mais Facebook le connaît et l'utilise pour nous définir. L'autre chose qui est importante, évidemment, c'est la non-manipulation. Le logiciel vous permet, quand vous êtes un développeur de logiciel, vous avez le pouvoir absolu sur l'utilisateur. Vous pouvez lui dire, fais ci, fais ça. Une autre chose, c'est la propriété des données, le fait qu'on puisse un jour partir avec ces données. Et puis enfin, la dernière chose, c'est de se dire qu'un jour, je puisse fermer un service. Aujourd'hui, nous sommes face à des outils
Alors, je ne sais pas si vous êtes encore sur Facebook ou sur tous ces services. Moi, je me pose la question de partir de Twitter, enfin X maintenant. Je ne sais pas si je peux fermer ce compte. Je ne sais pas si en fait les données que j'ai mis vont continuer à rester. Et donc en fait, on a cette forme de relation quasiment permanente. Et on a démarré avec des services qui nous donnaient du plaisir, qui nous apportaient des choses, un capital social. Tu l'as dit, beaucoup d'entre nous se sommes rencontrés grâce à ces outils. Et maintenant, on est effectivement prisonniers de ces outils. Alors, face à ça, il y a une nouvelle chose qui arrive, c'est l'intelligence artificielle. Et ce qui est intéressant avec notamment l'intelligence artificielle générative, et là je donnerai brièvement 3 points, moi, qui m'intéressent en ce moment, c'est que l'intelligence artificielle semble rendre facile tout ce qui est difficile. Avant, résumer des choses, dessiner, faire des choses, c'est compliqué, hein. Il faut savoir dessiner. Résumer un texte de 200 pages, c'est compliqué, c'est pas facile. Et là, vous allez sur ChatGPT ou sur Midjourney et vous tapez quelque chose et d'un coup, tout est fait. Et donc, dans un monde où ce qui était difficile devient facile, qu'est-ce qui est difficile? Et ça, c'est une question que je me pose parce que beaucoup d'entre nous existons aussi par rapport à des challenges personnels. C'est qu'on a décidé aussi de s'intéresser à des choses complexes. C'est ça qui nous pousse. On n'a pas envie de faire des coloriages ou de tracer des points sur des cahiers. On l'a fait quand on avait 3-4 ans. On n'a plus envie de ça. On a besoin de cette complexité. Ça, c'est une question qui, pour moi, n'est pas encore résolue. La deuxième, c'est qu'est-ce qu'on perd? Moi, par exemple, je ne connais plus aucun numéro de téléphone. Je ne connais pas les anniversaires. Hier, j'ai posté une photo parce que c'était mon anniversaire sur Instagram. Les gens ne le savent pas parce qu'avant, on connaissait les choses, on se rappelait les choses, on se rappelait les numéros de téléphone. Aujourd'hui, tous mes numéros sont sur mon iPhone et tous mes anniversaires sont sur Facebook. Et comme j'utilise très peu Facebook, je ne le sais plus. Donc, si demain, ma capacité à résumer, à traduire, à faire des opérations cognitives est délocalisée vers un ChatGPT, un OpenAI et tous les autres plateformes de ce type, qu'est-ce que je perds? Est-ce qu'on aura d'ailleurs une génération qui arrive sur le marché du travail qui est incapable de faire une dissertation, qui est incapable de résumer un texte de 10 lignes seul, c'est-à-dire sans machine, qui est incapable de faire des multiplications simples parce que tout est fait. Voilà. Donc c'est une question que je me pose. Et par rapport à la question que tu posais tout à l'heure, et qui est très importante, où on rentre dans le cerveau et que le cerveau, c'est cette ultime machine, j'ai toujours pensé qu'on a besoin en tant qu'être humain d'un jardin secret, d'un espace qui est le nôtre et uniquement le nôtre. Et la question que je me pose aujourd'hui, c'est quel est notre jardin secret? Existe-t-il encore? Tu parlais d'Elon Musk tout à l'heure qui veut faire des analyses, ou même Facebook qui permet maintenant d'analyser ou de voir ce que l'on pense. Ce sont des questions en fait que je me pose, sur lesquelles je n'ai aucune réponse. Et je voulais juste revenir, pour conclure, sur ce que vous avez dit tout à l'heure, mon général. Je pense à un épisode de Star Trek extraordinaire, qui est d'ailleurs tout inventé sur l'intelligence artificielle, le Next Generation, où un capitaine, qui est le capitaine du vaisseau, décide de revivre sa vie sans un accident important, où il a failli mourir. Et en fait, cet accident, ce trauma, a fait la personne qu'il est devenu. Et il imagine et il voit la vie qu'il a s'il n'avait pas eu ce trauma, qui est une vie fade, où il devient non pas capitaine, mais une personne dont personne n'a vraiment envie, qui a vraiment un rôle mineur. Et se poser cette question, cet épisode extraordinaire de finalement, par quoi on est défini? Et cette question de la mémoire, je comprends qu'on a tous envie, on a tous vu les épisodes de Black Mirror où on peut éliminer les choses. Pour moi, je voulais juste réagir par rapport à ce que vous avez dit, parce que je pense qu'elle est essentielle. Les traumas sont aussi, en tout cas par rapport à ce que j'ai vécu, m'ont redéfini et me définissent. Voilà, j'espère avoir pas été trop long. Merci beaucoup, Tariq, et je pense qu'on aura encore beaucoup de choses à échanger ensemble. Vanessa, alors nous qui sommes des Européens, nous avons tendance à dire, face à ces phénomènes, il faut réguler, il faut faire des lois. C'est le Digital Services Act de l'Union européenne, le futur règlement sur l'intelligence artificielle. Comment, vous, de l'autre côté de l'Atlantique, vous percevez ce que nous considérons aujourd'hui comme un enjeu majeur? Et est-ce que au Canada, vous avez un regard semblable au nôtre ou différent?
Merci beaucoup. Alors, je vais me présenter également. Vanessa, je suis la cofondatrice de Henry Wolf. Nous sommes une firme d'avocats multidisciplinaires. Donc, on travaille sur les questions de technologie, d'éthique de la technologie, quels sont les impacts de façon régulière, que ce soit dans l'application de la loi, parce que, évidemment, on nous demande de faire des analyses, est-ce qu'on peut aller de l'avant, etc., ou que ce soit même dans la planification de produits et dans les nouvelles idées, des idées des startups, des idées des entreprises. On a parlé justement des produits. Est-ce que ça devrait aller dans un cerveau, ça? Est-ce que ça ne devrait pas y aller? Et je vous parle aujourd'hui un petit peu des approches juridiques qu'on a eues, parce qu'effectivement, l'Europe a eu une approche qui est très réglementaire. On a des débats qui sont extensifs. On a aussi la possibilité d'avoir 27, je pense, différents pays qui peuvent apporter une perspective. Possibilité qu'on n'a pas nécessairement au Canada. D'ailleurs, on est seulement 11 provinces dans tout le Canada, donc on n'aurait même pas assez de provinces pour avoir autant de diversité à la table. Alors, c'est sûr que comme pays, nous, on regarde beaucoup ce qui se passe ailleurs, on s'instruit beaucoup, mais on a aussi un voisin qui est très puissant en bas, qui a une approche très différente, qui vient de la common law. Alors, au Québec, on a le droit civil comme la France, mais le reste de l'Amérique du Nord, c'est la common law. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les contrats, derrière les rideaux, et qui se passent lorsque, par exemple, on a le Federal Trade Commission qui va faire des enquêtes. Alors, on a parlé de différents aspects au niveau du, je vais l'appeler le cerveau technologique. On a parlé de protéger le cerveau et son intégrité contre des produits qui peut-être n'auraient pas lieu d'être. On a parlé de le protéger contre le harcèlement, le protéger contre les idées, la désinformation et également le protéger contre l'invasion, parce qu'on a beaucoup de renseignements personnels dans notre tête, évidemment. Donc, sachez que notre législateur, et aux États-Unis également, a essayé différentes positions. Alors, le Federal Trade Commission, par exemple, a réglementé sur ce qu'on appelle un dark pattern. Alors ça, c'est un design de produit qui nous pousse à prendre une décision. Alors, nous, on dit, j'ai tellement le choix, je peux choisir oui ou non. Mais il ne vous a pas dit qu'il y avait peut-être 50 autres choix entre oui ou non. Mais mentalement, maintenant, nous croyons avoir eu le choix et nous croyons avoir eu ce qu'on appelle un agency en anglais. Mais ultimement, ce qu'on a eu, c'est vraiment le design du producteur. Que ce soit volontaire ou pas, certains vont argumenter que parfois il y a de la mauvaise foi. Parfois, ça peut être un produit par-dessus un produit qui crée un certain environnement. Dans bien des cas, par exemple, ceux qui ont un iPhone, vous allez voir à l'intérieur, si vous ne voulez pas être traqué par des fichiers témoins de marketing, le consentement ne se trouve pas dans la partie vie privée. Le consentement se trouve dans la partie générale, de la partie setting, et là, vous allez descendre en bas, cliquer à droite, et vous allez le trouver. Pourquoi il n'est pas dans la partie vie privée? Moi, c'est là que j'aime contrôler ma vie privée. Alors, vous voyez qu'il y a un design dans les produits, il y a une pensée qui a été mise là, et c'est là la limite, je pense, entre le droit et l'éthique. Et là, on pourra en parler plus longuement, mais le FTC a vu des endroits où c'était abusif, et surtout lorsqu'il y a des enfants qui sont impliqués, et donc, il a dit que c'est un design de produit qui ne sera pas accepté. Alors, les arguments des compagnies à ce moment-là, c'est de dire, c'est ma prérogative artistique de faire le design de la façon que je veux. Et la réponse à cela, c'est les avions ne volent pas comme ils veulent, les autos ne vont pas sur la route comme ils veulent. Ils doivent faire des tests, ils doivent suivre des règlements. Alors, bien évidemment, la réglementation de l'ingénierie, ce n'est pas du tout nouveau et c'est important. Ceci étant dit, il y a des limites importantes aux droits. Entre autres, on regarde les droits de la vie privée. Mais ça arrive une fois que le produit est déjà sur le marché, là. Et le temps que je vais en cours, je fais ma plainte, ça peut prendre 5, 6, 7 ans que le produit est toujours sur le marché. Il n'y a pas de certification avant marché, il n'y a pas de validation avant marché. Et c'est là la limite du droit. Donc, on ne contrôle pas en droit l'idée. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, Facebook a eu Meta a eu cette idée d'avoir des lunettes qui nous permettaient de faire la vidéo. Alors, ils ont fait l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. On a mis une super sécurité, tout va bien. Les autorités ont regardé ça, oui, super sécurité, mais très mauvaise idée. Très mauvaise idée. L'idée, elle n'est pas bonne du tout parce que, par défaut, ça peut être utilisé pour espionner, même si vous faites le meilleur design à l'intérieur.
Et quand on lui pense bien, c'est un petit peu là la limitation du droit, c'est que c'est rétroactif. Et même si on dit aux gens qu'ils doivent évaluer proactivement les risques dans le design, on ne leur dit pas qu'ils ne peuvent pas aller sur le marché avec certains produits. Maintenant, c'est là que le droit de la consommation fait son apparition. Parce qu'on l'a vu en Europe, on a la même chose au Québec, projet de loi 29 qui a été approuvé. On vient dire, si tu mets un produit sur le marché, il doit fonctionner comme tu dis qu'il va fonctionner, numéro 1. Il doit être sécuritaire, ça doit être possible de le réparer, etc., etc. Alors, qu'est-ce qui nous empêche d'appliquer ça à un produit non sécuritaire au niveau de la cybersécurité? On n'a pas de précédent juridique, mais techniquement, on a les bases juridiques, encore une fois, pour contrôler un produit et ses effets. Dernier rempart, niveau information. Est-ce qu'on peut mettre n'importe quoi en ligne? Là, on le sait, aux États-Unis, c'est peut-être un peu plus permissif, un peu plus moins dans d'autres pays, et ça s'explique tout ça. Donc, sachez, en Europe, vous avez un droit à vos données. Ce droit-là n'existe pas en Amérique du Nord. Nous avons un droit à la vie privée, ce qui est un droit très différent que le droit aux données. Donc, systématiquement, on ne peut pas contrôler les données de la même façon. On n'a pas de base juridique pour le faire. Également, aux États-Unis, on a un droit constitutionnel qui est très, très fort au niveau de l'expression et de la liberté d'association. Droit qui, au Canada, est un peu moins fort parce qu'on a une approche de balancer les droits. Donc, la charte a été écrite de sorte que la première article nous dit il faut balancer tous les droits pour trouver une solution raisonnable. C'est pas comme ça que la charte américaine a été écrite du tout. Alors, c'est sûr qu'on a tous, et la charte est importante, hein, c'est la base constitutionnelle. C'est la première chose qu'on a fait. Bon, le Canada, c'est un petit peu long, là, mais c'est la première chose qu'on a fait comme législature. C'est la première loi qu'on a prise. Ce sont les principes qui nous guident. Alors, systématiquement, notre culture, qu'elle soit juridique, qu'elle soit d'entreprise, qu'elle soit technologique, va suivre la façon dont on a organisé les principes éthiques dans notre compagnie, dans notre organisation et dans notre pays. Alors, on a systématiquement des approches très différentes. Et voyez, très récemment, le Canada a adopté C-18 et s'est donné certains droits de contrôler le contenu qui est disponible sur vos réseaux sociaux afin qu'il y ait plus de contenu canadien. Alors, on dit, bah, objectif louable, pouvoir peut-être un peu dangereux, par exemple. Et c'est un peu là où on vient tirer des lignes en différentes approches. C'est certain que si vous n'avez pas de rempart, c'est un pouvoir qui est très dangereux. Si ces remparts-là se trouvent à 8 kilos, comme c'est le cas en l'occurrence, les Canadiens se sont divisés là-dessus. C'est trop loin, on comprend l'objectif est louable, mais on n'est peut-être pas prêt à aller là. Et voyez, c'est là la limite du droit. Le droit est là pour aller mettre la barre minimum. Si vous allez chercher la barre en haut, on ne sera jamais d'accord sur rien. C'est ça qui va arriver. Alors, le droit va là. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? C'est ce qu'on appelle l'éthique. Et c'est là qu'il faut travailler sur qu'est-ce qui est éthique, qu'est-ce qui est un code d'éthique. Vous voyez, nous, les avocats, on en a un code d'éthique qu'on vit très bien avec. Et effectivement, il y a des choses que je n'ai pas le droit de mettre sur mes réseaux sociaux. Et il y a des choses que je n'ai pas le droit de dire. Ça ne m'empêche pas de faire affaire du tout. Du tout, nous avons une très belle entreprise. Alors, c'est très possible de faire affaire avec des codes d'éthique d'entreprise, d'organisation, d'industrie. Et ce qu'on remarque en ce moment, c'est qu'on a un minimum, on a où ce qu'on voudrait être idéalement, puis on n'a rien entre les deux pour que l'entreprise se rende là. Alors, les entreprises viennent nous voir, elles nous disent, bien, je vais être conforme au minimum. Elle veut être conforme à quoi d'autre? Elle n'a rien d'autre, l'entreprise, pour aller s'adosser. Et c'est ça qui est un petit peu dangereux avec l'idée du cerveau technologique, c'est qu'ultimement, on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Les lois vont être longues à adopter, encore plus longues à appliquer. Fait que si vous trouvez que ça a été long d'adopter des lois comme la loi 25, attendez de voir le premier cas à Cour suprême du Canada. Si vous n'avez pas d'enfants, vous allez en avoir rendu là. Ça va être très, très long avant qu'on se rende là. Et ce n'est pas une façon d'aller protéger ce qui est probablement le plus important pour notre intégrité. Ça ne sera pas une façon d'aller le protéger proactivement. Il va falloir qu'on trouve des façons au niveau de l'industrie, des codes de l'industrie, des certifications pour le faire parce qu'on est franchement limité au niveau du droit et limité également dans qu'est-ce que le législateur peut se permettre comme intrusion et même avec des bonnes intentions, il y a des pouvoirs qu'on n'est simplement pas confortable à donner au législateur. C'est comme dire, on va lui donner le droit de faire la cybersécurité des entreprises privées,
D'accord? Donc, on lui donne accès au système. Ah, d'accord. Ensuite, on lui donne accès quoi? À nos cerveaux? Est-ce qu'on est prêt à dire ça? Je ne pense pas. Alors, il y a des limites très importantes à ce que le gouvernement, le droit peut faire. Et entre les deux, il y a un monde à découvrir. Alors, merci Vanessa d'avoir eu cette approche juridique tout à fait intéressante. Éric Salobert, une réaction. Juste une courte réaction pour rappeler que le principe d'un biais cognitif, c'est quelque chose contre lequel justement on ne peut pas lutter. Donc en fait, on a beau faire de la formation, on a beau travailler sur le web, etc. À un moment, le principe, c'est le biais d'ancrage, par exemple. On vous donne plusieurs tarifs, mais on commence par exemple à 10 dollars, alors qu'il y a d'autres offres qui sont à 3 dollars. Mais comme la plus petite offre sur la page, c'est 10 dollars, 10, 15, 20 dollars, on va dire, ah ben 10, c'est pas cher. Mais non, ça c'est typiquement un biais d'ancrage, le biais de confirmation. Enfin, tous ces biais-là, le cerveau humain ne peut pas s'en débarrasser. Et donc en fait, le seul moyen, c'est de faire ce qu'on a fait pour la publicité subliminale, dont on sait aussi, vous voyez, la publicité subliminale, ça consiste à intercaler entre deux images qu'on va voir, 24 images par seconde, des images qui, par exemple, vont vous montrer, pendant que vous êtes au cinéma, des pop-corn ou des boissons, puis vous allez avoir soif tout à coup. Mais vous ne savez pas pourquoi vous avez soif. Et ça ne vous a pas vendu une marque, mais ça vous a donné envie, etc. Et ça, effectivement, le seul moyen de s'en débarrasser, enfin moi j'en vois que deux. Le premier, c'est effectivement la loi, et typiquement l'IA Act en France, enfin en Europe, interdit l'utilisation de l'intelligence artificielle pour le déploiement de systèmes qui sont comme ça infraconscients. Et la deuxième chose, ça va être la mise en place de systèmes technologiques, parce que si l'IA notamment peut contribuer à nous berner, elle peut aussi contribuer à nous protéger. Et là, on pourrait tout à fait avoir des filtres personnels. Peut-être qu'un jour, on aura nos propres filtres qui vont nous indiquer à tel ou tel moment que, en gros, on est en train de se faire avoir, que notre cerveau est en train de se faire twister par quelque chose. Et je pense que c'est les seuls moyens, parce que sinon, seul, on ne pourra jamais se défendre. Tariq. Oui, c'était très intéressant hein, ce que vous disiez sur le temps de la loi. Moi, c'est évidemment des sujets, les questions des lois qui m'intéressent depuis notamment la section 230 aux États-Unis, qui n'a pas changé. Et donc, on se retrouve en fait avec un outil juridique qui n'avait pas anticipé tout ce qu'on a aujourd'hui, qui n'avait évidemment pas non plus anticipé l'IA. La question que je me pose, et c'est une question que je pose aussi à chacun d'entre vous, hein, c'est je ne suis pas certain aujourd'hui s'il y a un consensus politique suffisamment fort, que ce soit aux États-Unis, pour faire bouger les choses. Alors c'est vrai que l'Europe a légiféré. Moi j'étais très intéressé par ce qu'a fait le RGPD. Je trouve que c'est une loi extraordinaire, mais c'est une loi qui est peu appliquée. Par exemple, la portabilité des données, ce dont je parlais, qui pour moi est une chose essentielle, c'est que si demain, vous pouvez partir avec toutes vos données d'un service à l'autre, un service concurrent peut exister. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas partir des services, c'est très difficile. Et même quand vous partez de Facebook, si vous n'avez pas vos amis, si vous n'avez pas les gens avec qui vous aviez une interaction, vous n'avez juste qu'un fichier qu'on vous donne. On vous donne d'ailleurs, on vous dit prenez votre fichier, merci, mais vous ne pouvez rien en faire. Donc ça, c'est une question que je me pose, c'est aux États-Unis, est-ce qu'on va faire bouger les choses? Il semblerait qu'il y a peut-être un consensus sur un point, c'est que tout ce qui serait généré par de l'IA ne serait pas protégé par la fameuse section 230. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. La deuxième chose, et il faut quand même le rappeler, c'est que les développeurs de ces plateformes gèrent tellement de données et tellement d'utilisateurs. Facebook, c'est quasiment 3 milliards d'utilisateurs. Je ne suis pas certain qu'ils aient le contrôle total de leurs produits. C'est-à-dire que quand on dit c'est une boîte noire pour le législateur, c'est vrai. C'est une boîte noire pour l'utilisateur, c'est vrai. Mais c'est aussi, d'une certaine manière, une boîte noire pour le développeur de ces applications. Et donc, on est aussi face à des systèmes extrêmement complexes. Et ça pose des questions. C'est-à-dire qu'on a peut-être été tellement loin dans la complexité qu'aujourd'hui, il va falloir revenir à des choses plus simples. Mais le veut-on, ça, c'est une autre question. Oui, alors, deux petites réflexions par rapport à tout ce que j'ai entendu qui était absolument passionnant. La première, très sensible effectivement à cette question du temps de la jurisprudence quelque part, du fait qu'on ne surgit pas par rapport à un risque, mais on essaye de voir déjà
quel est le risque, et quel est exactement ce danger-là dont on veut se prémunir par rapport effectivement à ce qu'on voit en Europe où parfois on va très vite. RGPD, moi à titre personnel, je trouve que c'est une loi qui n'est pas forcément la plus intelligente possible. Et en tout cas, elle a eu un impact terrible sur un pan de l'activité industrielle en Europe où on a vu que, passé RGPD, eh bien, il y avait 19% de part de marché des boîtes de la tech qui sont passées de l'Europe aux grands américains qui, eux, savent se protéger. Il faut faire toujours très attention à la régulation parce que quelque part, on met des coûts fixes et quand on met des coûts fixes, eh bien, on aide les grosses compagnies et on n'aide pas les entrepreneurs et les petites startups. Bon, même si je comprends évidemment ce qui était derrière. Et derrière, ça pose la question, parce qu'on voit aussi le retard que ça peut avoir, quand on attend les effets qu'ils aillent jusqu'au bout. C'est pourquoi on n'a pas un référentiel de risque sur les risques les plus graves. Et on voit aujourd'hui, à cause des manipulations émotionnelles qu'on a pu évoquer, certains des éléments les plus graves de ces risques. Et donc, on pourrait déjà se poser la question et déjà tester dans ces systèmes cognitifs, eh bien, quels sont les effets réels. On pourrait le faire. Et un dernier point, juste que je trouve assez intéressant, c'est qu'en fait, on a tous tourné un petit peu autour d'une dimension, d'une notion qui est très importante, qui existe dans le langage anglais et pas exactement en français. Et je trouve que c'est un terme superbe qui est le terme de agency, qui a été évoqué, qui est un truc fondamental, qui a même quelque part une explication de nécessité quasi scientifique. Si on va chez Galton et la sagesse des foules, Wisdom of Crowds, on se rend compte que ça ne marche. On arrive à synthétiser l'information pour arriver vers la vérité que si chaque personne a une vue particulière, a une vue différente, a une individualisation de la vue, et donc on voit bien l'intérêt qui est un intérêt de notre espèce à maintenir cette agency, en tout cas que chacun d'entre nous ait une vue particulière sur le monde. Et ça, c'est assez fondamental. Et effectivement, il ne faudrait pas qu'on finisse dans une espèce de blob homogène, parce qu'en fait, même pour la survie de notre espèce, ce serait dangereux. Merci. Je crois que le temps avance et malheureusement, nous allons devoir, comme on dit, rendre l'antenne. Cet échange a été, à mon avis, tout à fait passionnant parce que, vous voyez, on est parti de quelque chose d'a priori incongru pour arriver à une vraie question qui soulève 1000 questions auxquelles nous n'avons pas répondu. Mais on voit bien que derrière la machine, derrière les logiciels, derrière l'intelligence artificielle, finalement, se trouve posée la question de l'humain. Finalement, qui sommes-nous? Plus nous allons avancer vers cette connaissance informatique, plus on va se poser la question, mais finalement, qu'est-ce qui fait notre identité? Et notre identité, ce n'est pas notre nom, notre prénom, notre unicité, ce qui fait que nous sommes une parcelle d'éternité, si je puis dire, sur cette terre, et qui nous distingue de la matière, qui nous distingue du reste. Et je pense que ça va être, pour beaucoup de personnes, une approche beaucoup plus, j'allais dire, philosophique, et pourquoi pas transcendantale et religieuse, qui s'ouvre devant nous, parce que c'est la remise en cause de tout ce que l'on croyait jusqu'à maintenant, nos paradigmes par rapport, je dirais, à l'être humain. Merci d'avoir montré justement qu'on pouvait même, dans un univers où on partage des valeurs quasi identiques, avoir des nuances entre les données à caractère personnel, privacy, la vie privée, vue côté américain. Vous avez abordé la question du droit de la consommation. Je pense que, évidemment, quand on parle de biens matériels, on peut parler de droit de la consommation. On aborde le droit de la consommation au travers de tout ce qui est trompeur, et on le voit bien aujourd'hui avec les TripAdvisor qui sont construits. Mais est-ce qu'on est dans le droit de la consommation par rapport au sujet qui est le nôtre aujourd'hui? Je crois que c'est complètement, je dirais, c'est complètement différent parce qu'on n'est plus tout à fait dans l'objectif, mais on est dans un droit qui va porter sur le subjectif. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal? Alors là, c'est une vraie question quasiment existentielle depuis l'origine des temps, vous comprenez? Voilà, je ne sais pas si vous êtes l'un ou l'autre frustré de ne pas avoir dit quelque chose avant que nous nous quittions, mais comme nous devons respecter le timing, eh bien nous allons être respectueux du timing, et en vous remerciant de votre écoute et en espérant que ce que nous avons apporté n'a pas porté atteinte à votre liberté de penser et que vous sortez d'ici encore plus libre qu'avant. Voilà.